Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième cours de philosophie générale consacré à la notion d'histoire. Aujourd'hui je vous propose un petit retour à la philosophie nietzschéenne afin de prolonger notre précédente réflexion au sujet de l'enseignement tiré de l'histoire comme discipline à part entière. En effet, on a vu dans quelle mesure il était possible de considérer un enseignement purement théorique de l'histoire en envisageant qu'un progrès accompagne celle-ci, progrès au niveau éthique et juridique dont l'homme ne serait conscient que rétrospectivement, puisque l'on a vu que si progrès il y a, celui-ci ne se fait jamais que malgré la volonté des individus incapables de tirer des leçons du passé. L'enjeu de la réflexion nietzschéenne, se rapportant à la notion d'histoire, porte sur la place qu'il convient d'accorder à l'histoire comme discipline, relatant des faits passés pouvant générer une culpabilisation possible des individus, constituant les peuples ayant été au centre d'événements historiques violents. Toutefois, l'intérêt de la réflexion de Nietzsche vient du fait que le rapport à l'histoire qu'il développe, au sens historique, peut tout à fait s'appliquer au vécu comme histoire individuelle. Ce dernier étant réellement un penseur de l'individu, notamment par rapport à Hegel, qu'on a étudié récemment. On peut pas dire que lui, l'individu, c'est vraiment son truc. Donc tout d'abord, il convient de préciser que la possibilité de faire de l'histoire une mémoire collective rappelant les erreurs du passé aux différents peuples ayant participé aux événements incriminés n'est pas nécessairement, selon Nietzsche, un moyen profitable de tirer des leçons de l'histoire dans un but pratique. Tout comme Schopenhauer avant lui, Nietzsche considère en effet l'oubli comme une fonction vitale, qu'il s'agisse de nous en tant qu'individus à l'échelle d'événements passés et douloureux qu'on préférerait franchement oublier, ou d'une éventuelle mémoire des peuples qui serait l'histoire avec un grand H. Je vais m'appuyer ici principalement sur les secondes considérations inactuelles de Nietzsche pour développer cette idée où celui-ci emploie une expression assez intéressante à propos de l'État qui utilise l'histoire à des fins qu'il réprouve, à savoir à des fins culpabilisantes. Par exemple, il s'agit de rappeler sans cesse aux habitants d'un peuple que leurs ancêtres ont été d'infâmes colons ou d'horribles racistes, ou que leur pays a eu la superbe idée de voter pour un dictateur à l'origine de crimes et de guerres à grande échelle. Je vais pas développer davantage ces exemples, je pense qu'avec le climat actuel vous n'aurez aucun mal à le faire correspondre au type d'ânerie que vous avez déjà pu voir ou entendre. En réalité, c'est du bon sens, il s'agit de se prémunir contre un trop-plein historique qui reviendrait à entretenir les douleurs du passé au sein du présent, la présence d'un devoir de mémoire à l'égard du passé pouvant engourdir les forces positives de la vie. Nietzsche utilise ici par ailleurs une expression intéressante à propos du rôle de l'État capable d'utiliser l'histoire comme, je cite, une camisole de force sociale. Par camisole de force sociale, il faut entendre par là que l'histoire et son rappel permanent à la mémoire va entretenir chez les individus une forme d'atrophie ou de limitation de ces mouvements et des élans vitaux constitutifs de leur être, mais toujours en vue de respecter le bien commun propre à la société. L'État peut donc utiliser l'histoire à des fins politiques, en faisant porter sur les épaules des générations actuelles la faute de leurs ancêtres. En passant, quand on réfléchit un peu, c'est complètement absurde et crétin, à moins d'être dans une tragédie grecque de l'Antiquité où règne la loi du talion. En effet, Nietzsche nous dit à ce propos, je cite, « Seul ce qui ne cesse de faire mal reste dans la mémoire ». Donc si devoir de mémoire il y a à l'égard du passé, comme le fait de se remémorer ce qui a été au présent, ce rappel incessant du passé au sein du présent pourrait être toxique pour la vie elle-même, et c'est précisément parce que l'on se souvient avec d'autant plus de facilité des événements traumatiques ou douloureux que ceux-ci n'ont aucun mal à être instrumentalisés pour nous dresser convenablement. Bon, mais une fois que tout ceci est posé, il propose quoi Nietzsche concrètement ? Est-ce que l'on n'a pas un minimum le devoir de se rappeler du passé, quand bien même on a vu la dernière fois que se rappeler les fautes de nos ancêtres n'était pas une garantie pour éviter d'aller au-devant de nouveaux troubles ?
Eh bien, par rapport à ça, Nietzsche propose de développer un rapport sélectif et pragmatique, on pourrait dire, par rapport à l'histoire, et il fait une triple distinction entre trois rapports à l'histoire qu'il estime être inadéquats, et là encore, ces trois rapports peuvent être repris également au sens de l'histoire individuelle de la personne, pas seulement en tant qu'histoire d'un peuple, du moins ça fonctionne aussi. Il y a donc trois rapports à l'histoire qui constituent des excès à éviter, et que l'on va aborder ensemble à présent. Nietzsche les nomme ainsi: histoire monumentale, histoire antiquaire et histoire critique. Ce qui est assez amusant avec toutes ces réflexions de Nietzsche, c'est de voir à quel point elles sont toujours d'une actualité brûlante, et que ceux qui se revendiquent de lui en sont de bien piètres disciples assez souvent. En effet, si on commence avec l'histoire monumentale, on peut constater que ce n'est ni plus ni moins qu'une critique de ce que l'on nomme vulgairement le réactionnaire mais vraiment illuminé quoi. Si je dis que la musique rock des années 90 par exemple est environ 36 000 millions de fois meilleure que le pseudo-rap affreux et autotuné d'aujourd'hui, en passant je n'ai rien contre ce genre de musique à la base, tant que c'est bien fait, je le précise, on sait jamais. Je passe pour une personne éclairée. Si je dis que le Moyen-Âge était selon toute vraisemblance une bien meilleure époque que l'époque actuelle, en gommant un paquet d'aspects incommodants, le taux de mortalité bien plus élevé, la surexploitation de la quasi-totalité de la population, les conditions de vie pas franchement intéressantes comparées aux nôtres maintenant, la guerre de 100 ans qui, quoi qu'on en pense, n'avait rien de fun, et ben là je passe pour un drôle d'illuminé par contre. Du moins, si je m'adresse à un vrai Nietzschéen. En effet, l'histoire monumentale repose sur un double processus pour Nietzsche, qui est hautement problématique, et qui repose tout d'abord sur un processus d'idéalisation du passé, qui se fait au détriment de l'appréciation du présent, évidemment, puis un processus de reproduction maladroite de ce passé, du moins la représentation idyllique qu'on en a au présent. Il est évident, par exemple, que l'on peut envier l'intelligence et le génie de la Grèce antique. Je pense avoir réalisé suffisamment de vidéos sur cette chaîne qui le démontrent. Mais je pense aussi que l'on sera presque à peu près tous d'accord pour ne pas voir l'esclavage de l'époque comme quelque chose d'absolument enviable qu'il faudrait essayer de reproduire. Ce que Nietzsche veut dire, c'est qu'aucune époque n'est idéale et possède nécessairement ses vices. Même si d'après lui, son époque est particulièrement décadente pour des raisons plus profondes que le fameux «c'était mieux avant», puisse le roi revenir bientôt, etc. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Un jour, je ferai peut-être une vidéo sur la décadence par rapport aux valeurs chez Nietzsche. Enfin, ça sera sûrement pour une autre fois. Donc, la deuxième forme de rapport à l'histoire à éviter, et qui ressemble plutôt bien à la première, c'est l'histoire dite antiquaire. Il s'agit ici de développer un rapport de piété à l'égard du passé, de telle sorte que l'on s'y enracine et que l'on voit le futur comme un strict prolongement nécessaire de ce passé que l'on sacralise. Nietzsche condamne cette approche-là dans la mesure où, à défaut d'être réactionnaire, celui qui est pris dans les dérives de l'histoire antiquaire pourrait se fermer de nombreuses portes et demeurer convaincu que le passé contenait déjà ce qu'il pouvait y avoir de mieux. Le caractère imprévisible et excitant de la vie même est donc totalement occulté par une forme de tempérament routinier qui pourrait donc en résulter. À partir de la critique que Nietzsche effectue de ces deux rapports à l'histoire, qui consiste à idéaliser le passé et à vouloir le reproduire dangereusement au présent, ou à voir le présent et le futur comme de stricts prolongements du passé, on pourrait se demander si Nietzsche n'est pas un dangereux fou furieux, qui nous sommes d'oublier le passé et d'en faire table rase avec les risques que cela implique. En effet, on peut se demander ce qui devrait rester du passé au sein du présent dans ce cas, et si un devoir de mémoire a encore du sens et est tout de même possible, par conséquent. Eh bien, c'est le troisième rapport à l'histoire dont parle Nietzsche qui nous permet de répondre à cette question, à savoir l'histoire critique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'histoire critique, ce n'est pas avoir un rapport critique par rapport à l'histoire et prendre une distance vraiment forte avec les événements, mais bien plus... Enfin, ça serait plus, justement, adopter une distance raisonnable avec les événements,
Ce n'est pas le fait de s'émanciper dangereusement du passé, à vouloir l'occulter pour de bon, quitte à nier certains faits historiques ou certains événements qui nous sont arrivés personnellement. À l'échelle individuelle, on parlera de déni. À l'échelle d'une histoire collective ou mondiale, on peut prendre l'exemple de ceux que l'on nomme les négationnistes, et qui sont de véritables plaies pour l'humanité par ailleurs. Nietzsche nous met donc en garde par rapport au fait d'avoir une attitude trop sceptique à l'égard du passé, ou à vouloir s'en détacher complètement. Il défend dans le fond une idée que l'on pourrait qualifier de tout à fait mesurée, ce qui est assez rare pour être noté, mais ce texte fait partie de ses tout premiers écrits philosophiques, ceci expliquant sans doute un peu cela. L'idée de Nietzsche, donc, c'est qu'il faut entretenir un rapport sain au passé, qu'il soit historique ou de l'ordre du vécu personnel, et qui consiste à effectuer un tri raisonnable dans ce que l'on souhaite garder au présent. Il n'y a donc pas de devoir de mémoire à l'égard d'un passé qui, en étant censé se ramener à la mémoire, entraînerait une forme de paralysie au présent et d'impuissance liée à un sentiment de culpabilisation. D'un autre côté, ce trop-plein historique, qui est un risque pouvant donner lieu à un processus d'idéalisation du passé dans certains cas, concernant ceux qui préfèrent ne retenir du passé que ce qui les arrange, peut aussi être un obstacle au présent et à l'appréciation de la vie même, de ce qui est, sans projeter sur le réel un idéal factice qui ne peut de toute façon pas lui correspondre. Bon, et d'un autre côté, évidemment, ne pas tenir compte du tout du passé, ça peut être dangereux pour la vie elle-même, comme je l'ai expliqué. Donc il ne faut ne retenir de l'histoire que ce qui peut fortifier notre volonté, qui est donc et toujours par rapport à une nécessité d'aller de l'avant. Il n'y a donc pas de devoir de mémoire absolu par rapport au passé, et il y a un certain équilibre à adopter en termes de posture par rapport à ce dernier. Toutefois, si cette réflexion nietzschéenne nous permet de nous interroger sur l'usage qu'il convient de faire de l'histoire et sur le rapport qu'il convient d'entretenir par rapport au passé, peut-on développer une réflexion similaire portant sur la nécessité de l'abstraction de certains faits, permettant le développement même d'une histoire, ne retenant nécessairement que les événements que l'on estime être majeurs et les personnages les plus importants. En d'autres termes, avoir un rapport sélectif par rapport au passé pour faire un bon usage de l'histoire qui n'aille pas contre les intérêts du peuple et des individus qui le composent, est-il le propre de l'histoire qui, dans sa composition, ou plutôt on pourrait même dire recomposition, implique nécessairement une même phase de discrimination et d'abstraction de différents faits composant le passé pour n'en retenir que ceux que l'on estime être essentiels. Si oui, selon quels critères, et l'histoire peut-elle prétendre être encore une science ? Tel sera l'objet de réflexion de notre prochaine vidéo, dans laquelle on développera assez longuement une grande théorie critique de toute philosophie de l'histoire. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, merci de m'avoir écouté, et à très bientôt.